On va commencer si tout le soir. C'est bon, ouais. Allez. Allez, si tout le monde est prêt et installé, je vais vous demander à ce qu'on puisse ouvrir la séance, s'il vous plaît. Je demande aux dernières personnes qui arrivent de bien vouloir s'installer. Je vous en remercie. Nous avons le plaisir de nous retrouver donc pour ce conseil municipal de rentrée, le 4e de cette mandature en moins de 3 mois, après les rendez-vous du 4, du 10 et du 22 juillet dernier. À l'instar des 3 conseils municipaux précédents, ce conseil municipal est diffusé en direct et restera bien entendu disponible sur le site de la mairie. C'est encore plus indispensable aujourd'hui, car cela permet de faire vivre la démocratie locale en se conformant aux impératifs liés à la crise sanitaire qui nous poussent à éviter les rassemblements. De la même manière, d'habitude, vous êtes à 3 conseillers municipaux par table. Nous avons fait le choix de n'en mettre que 2 par table pour essayer de nous espacer autant que possible, d'où la forme de V pour qu'on reste quand même dans une assemblée où chacun puisse s'exprimer librement. Je n'ai pas souhaité pour autant prononcer de huis clos dans le cadre de cette assemblée. Je ne vous cache pas que je l'avais envisagé, mais ce n'est pas ma conception du débat qui doit rester le plus public possible. Et c'est pour ça que quelques personnes se trouvent ici dans le public. Je ne prononcerai de huis clos que si les autorités nous l'imposent dans les prochaines semaines. Et je remercie tous ceux qui ont fait le choix de ne pas se déplacer et qui suivent nos débats en direct depuis chez eux en ce moment même. Il est vrai donc que toutes les rentrées sont particulières, mais celle-ci l'a été encore plus en raison du contexte sanitaire que nous connaissons. Et avant d'ouvrir officiellement ce conseil municipal, j'aimerais faire une déclaration. La déclaration d'un maire en colère d'être trop souvent mis devant le fait accompli par les services de l'État. Ceux qui me connaissent savent que je suis peu coutumier du fait, mais comme on peut le dire, trop c'est trop. Avec d'autres maires du département, nous avons alerté les autorités à plusieurs reprises sur la nécessité de mieux nous associer aux décisions qui s'imposent à nos territoires. Il y a un besoin de concertation évident et la nécessité de prendre des mesures réfléchies avec tous les acteurs locaux. Aujourd'hui, je ne peux que vous faire part de mon incompréhension alors que nous avons appris hier soir la décision unilatérale de fermer les restaurants et les bars à Allot comme dans les 92 communes de la métropole, et ce, dès samedi. Il y a de quoi être en colère d'être mis ainsi devant le fait accompli sans avoir encore, à l'heure où l'on se parle, de précisions complémentaires de la part des services de la préfecture. Où est la promesse et le respect d'une gouvernance de crise menée étroitement entre le préfet et les maires ? Déjà fin août et mi-septembre, j'avais alerté avec d'autres collègues sur la nécessité d'un pilotage plus précis, commune par commune. Malheureusement, sans écoute à ce jour, et les décisions prises hier soir ne font que le confirmer. Cette colère s'accompagne en plus d'une grande inquiétude vis-à-vis de tous nos restaurateurs et cafetiers qui ont appris le choc de cette décision devant leur petit écran. À Allot, ils sont 22 restaurateurs et 4 cafetiers à travailler chaque jour, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à participer activement à la vie de notre commune. Ils animent les places de notre village, ils reçoivent les touristes qui nous rendent visite, ils servent les travailleurs qui viennent se restaurer entre midi et 2. Ils ont tout accepté jusqu'à maintenant. Ils ont fait des efforts, ils se sont conformés aux horaires qui leur étaient imposés, ils ont investi pour respecter les protocoles sanitaires.
Ils trouvent cela injuste et je les comprends d'autant plus qu'ils ont l'impression de payer l'addition de quelques rares confrères qui n'ont peut-être pas eu un comportement responsable durant cette crise à Marseille ou ailleurs. Je ne peux pas me résoudre à ce qu'on laisse ainsi signer leur arrêt de mort à Allot comme ailleurs. Aussi, avec d'autres maires, nous exigeons des compensations financières de la part des autorités pour leur venir en aide. Je peux vous dire que nous leur apporterons tout le soutien possible dans les semaines à venir, dans la limite de ce que nous pouvons faire financièrement et juridiquement. Je les soutiens comme je suis certain que vous les soutenez tous ici, au sein de notre Assemblée, que ce soit les membres de la majorité comme les membres de l'opposition. Nous vous soumettrons, dès le prochain conseil municipal, un plan de solidarité et de relance, ainsi qu'une motion de soutien que vous serez amené à vous communiquer pour respecter le délai de communication des délibérations. Et j'aimerais que symboliquement ce soir, si vous en êtes d'accord, nous leur manifestions notre soutien en prenant quelques secondes pour les applaudir. Je vous remercie de leur avoir témoigné ainsi l'expression collective de notre soutien. Ça me paraît important. Vous saviez qu'on avait pris des mesures, que vous aviez d'ailleurs votées, et je le souligne ici collectivement, pour aider aussi bien les commerçants que les administrés de la commune à les soutenir durant cette période difficile, et nous serons amenés à développer d'autres actions dans les semaines à venir. Ceci étant dit, je tiens aussi à faire un premier bilan de cette rentrée si particulière que nous avons connue. Tout d'abord, sur la rentrée scolaire, sachez que nous avons tout fait pour assurer dans les meilleures conditions possibles la rentrée des 2070 enfants d'Allot scolarisés en maternelle ou en primaire. Déjà, vous le savez, avec la mise en place d'études surveillées et une garderie rallongée jusqu'à 18h30, donc au-delà de la prise en charge qui est la nôtre pour les enfants d'Allot sur la garderie du matin de 7h30 à 8h30, la journée d'école qui va donc comme dans toutes les écoles de France de 8h30 à 16h30, nous avons une aide aux devoirs qui est assurée par les enseignants eux-mêmes et c'est une nouveauté en cette rentrée, de 16h30 à 17h30 et une garderie du soir qui s'étend jusqu'à 18h30 pour pouvoir assurer à toutes les familles d'Allot un bon accompagnement et qu'elles puissent concilier autant que possible leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est un vrai engagement municipal que nous avons pris avec Stéphanie Gréco, l'élu en charge de l'éducation, et que nous assumons depuis le 7 septembre dernier. Autre mesure que nous avons obtenue durant l'été et qui était très importante dans le cadre de cette rentrée scolaire, c'était celle de l'ouverture d'une nouvelle classe au logis neuf, ce qui porte à 75 le nombre total de classes sur notre commune, ce qui nous permet sur l'établissement d'avoir 3 CE1 et des groupes d'élèves plus petits en deçà des 30 élèves, ce qui est un objectif pour nous que nous poursuivrons dans les années à venir. Vous savez que nous avons l'ambition d'ouvrir un nouveau groupe scolaire sur les embus et ça sera l'objectif des 2-3 prochaines années qui seront les nôtres. Nous avons eu l'occasion de le dire dans le cadre d'un premier bilan que nous avons dressé avec les directeurs d'école et les responsables associatifs de parents d'élèves, les APE, lundi dernier. Et nous continuerons comme ça à les voir régulièrement pour se conformer aux objectifs qui sont les nôtres pour accueillir les enfants d'Allot dans les meilleures conditions possibles à l'école. Nous avons bénéficié aussi d'un nouvel équipement en cette rentrée scolaire, celui de la cuisine centrale. Vous le savez, c'était un choix qui avait été fait précédemment par la majorité de mon prédécesseur, à savoir M. Roland Povinelli, que j'avais soutenu dans son combat de maintenir une cuisine centrale à Allot, ce qui est particulièrement important, parce que c'est ce qui fait la différence entre une commune comme la nôtre et ce que peuvent connaître d'autres communes à Marseille ou ailleurs qui sont malheureusement contraintes de nourrir leurs enfants via des générales de restauration, que ce soit Sodexo ou d'autres. Je suis très heureux et j'aime à l'idée que chaque matin, nous ayons 15 agents municipaux qui préparent 2000 repas pour tous nos petits écoliers, en privilégiant les circuits courts, les bio, pour faire travailler nos producteurs locaux et retrouver surtout un goût dans l'assiette qu'on ne retrouve pas partout ailleurs dans les cantines de France. Cet été aussi,
Ça a été un grand plan de rénovation des établissements scolaires, dont une partie avait été engagée par la majorité précédente, à savoir 186 000 € de travaux qui ont été effectués dans les écoles pour rénover les classes, les sanitaires, les salles communes. Et c'est un travail très important dont nous retiendrons tout le résultat à partir des vacances de la Toussaint, quand le restaurant scolaire de l'école d'Allot Village sera entièrement remis en état. Et nous avons, bien entendu, pour accompagner ce mouvement, mis en place des mesures sanitaires exceptionnelles en cette rentrée. Nous avons été une des rares communes à proposer à tout le personnel municipal qui travaille dans les écoles à être testé avant la reprise des activités début septembre. Nous avons rendu, comme vous le savez aussi, les masques obligatoires aux abords des écoles avant même que ce soit une mesure qui nous soit imposée par les autorités préfectorales. Et nous avons rehaussé les moyens partout, dans tous les groupes scolaires, pour être au rendez-vous de cette rentrée et qu'elle se passe dans les meilleures conditions sanitaires possibles, de manière à rassurer aussi bien les enfants, les parents et tout le personnel qui est amené à travailler dans nos établissements. En cette rentrée aussi, comme je l'ai toujours dit, j'ai souhaité accompagner un retour d'une vie communale la plus normale possible, que ce soit sur un plan municipal, associatif, culturel et sportif. Il y a eu beaucoup d'événements en cette fin d'été et en cette rentrée. Je n'en citerai que 2 car je ne veux pas trop m'attarder et nous allons aborder l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous avons mis en place le retour d'une grande journée des associations sportives qui a eu lieu le 5 septembre dernier et qui a été un grand succès avec plus de 2000 participants et l'ensemble des associations sportives de la commune qui y étaient représentées. Nous avons aussi organisé le vendredi 11 et le samedi 12 septembre, en présence notamment de l'humoriste Titoff et de l'influenceuse allodienne La Fille à l'envers, le marché nocturne, encore un grand succès avec des milliers de participants grâce au concours actif d'une partie des commerçants de la commune, ce qui est une vraie satisfaction. Ça montre que l'ambition que nous avons pour revitaliser notre village est là et que nous sommes en capacité de l'animer si tant est que la situation sanitaire nous le permette. Comme vous le savez, nous avions programmé un programme très complet d'événements en cette rentrée, avec la fête des voisins, les journées du patrimoine, les scènes d'Allot et bien d'autres choses, événements que nous avons été contraints d'annuler malheureusement en raison du renforcement des mesures de lutte contre le Covid. Mais nous continuerons ainsi à nous adapter sur l'ensemble des événements publics en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Je ne vais pas être plus long, c'était juste quelques propos introductifs que je tenais à avoir en ces circonstances si particulières. Et si vous en êtes d'accord, j'ouvre désormais officiellement la séance du conseil municipal en procédant à l'appel des élus. Oui. Alors, si vous le souhaitez, comme j'ai fait ce propos introductif un peu long, je vais donner la parole aux 2 oppositions avant que nous procédions à l'ouverture officielle du conseil. Je vous donne la parole, Madame Robineau. Collègues, je vous remercie de nous associer, bien sûr, à cet élan de solidarité, à nos restaurateurs, les bars, les cafetiers, et également les salles de sport. Et nous sommes ici, tous autour de cette table, des élus qui ont une responsabilité, mais qui ont aussi, dimanche, à faire un vote important qui va dans le sens de ce que vous avez dit en préambule sur le soutien aux élus, c'est-à-dire les élections sénatoriales. Ces élections sénatoriales, nous sommes donc tous de grands électeurs. Et nous aurions souhaité, bien sûr, être conviés à la rencontre des candidats qui sont venus vous rencontrer, donc la majorité. Mais là, dans ce cas des élections sénatoriales, il n'y a pas de majorité d'opposition, il y a des grands électeurs qui représentent les élus, qui représentent les électeurs, mais également une tendance politique. Et je voudrais savoir comment se fait-il que nous n'ayons pas été conviés, d'autant que dans les autres communes, l'ensemble du conseil municipal a été convié à rencontrer les candidats. Je vous remercie. D'accord. Bon, vous nous ramenez tout de suite à des considérations très politiciennes, alors que les enjeux de la rentrée, je pense, dépassent largement le cas des sénatoriales, qui ne sont réservés, effectivement, comme vous le dites, qu'aux grands électeurs. Vous savez, vous êtes élu depuis le début des années 90, si je ne me trompe pas. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour organiser vos rendez-vous avec les candidats aux élections sénatoriales. J'ai fait le choix d'inviter aux différentes réunions que je suis amené à faire dans la perspective de l'élection de dimanche ceux qui sont directement concernés. Nous avons reçu hier à la fois la liste LREM menée par M. Cérus et Mme Caroline Posmentier. Nous avons reçu la liste LR conduite par M. Patrick Boré. Nous recevrons demain
la liste Rassemblement National, celle de Jean-Noël Guérini, ainsi que celle menée par la liste d'Union de la Gauche. Et je fais preuve d'une démocratie totale et d'une transparence. Je pense que, très honnêtement, ce n'est pas nécessaire d'inviter tous les élus systématiquement à toutes les réunions. Mais par exemple, pour vous faire preuve de ma volonté de faire vivre la démocratie, demain, M. Jacobelli, qui est lui-même candidat sur une des listes sénatoriales, sera là. Sa colistière, Mme Francina, sera là également. Mme Licata, pardon, sera là aussi. Et j'ai même invité M. Gonzalez aussi à y participer. Donc voilà, j'ai fait le choix d'invitations ponctuelles dans ce qui me semblait le plus cohérent. Je passe maintenant la parole à M. Jacobelli. Bien, monsieur le maire. En effet, nous est tombé sur la tête hier soir l'annonce de mesures qui semblent être tout aussi inutiles que violentes à l'égard de nos restaurateurs et nos cafetiers. Et encore, ce n'est peut-être même pas fini puisque, à l'habitude de ce gouvernement, l'annonce n'est suivie que très tard du décret. Et donc, on va découvrir probablement vendredi soir ce qui nous attend samedi matin. Vous l'avez dit, vous allez avec un certain nombre de maires protester. Je pense qu'au-delà, il faut que nous imaginions ensemble des actions. Les maires ont été souvent le palliatif à l'incompétence de ce gouvernement. Et par leur action, ils ont permis parfois de combler les trous dans la raquette. On demande aujourd'hui aux restaurateurs et à nos concitoyens des efforts accrus alors que le gouvernement lui-même ne joue pas son rôle. Au moment où nous nous parlons, la gestion des tests est calamiteuse. Entre le moment où on a l'ordonnance et où on reçoit ces tests, il se passe en général en moyenne nationale 8 jours, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de contaminer sa famille, ses amis de sport et ses collègues de travail. Qu'ils fassent d'abord ce boulot-là avant de demander des efforts aux Allodiennes, aux Allodiens et aux Bucco-Rodaniens. Deuxièmement, on entre sur notre territoire comme dans un moulin. Vous savez que d'une manière générale, cela me pose souci. Mais cela me pose encore plus souci dans les circonstances actuelles, puisqu'on peut arriver dans la plupart des aéroports de France, de pays étrangers à risque, sans subir le moindre test. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis moi-même rentré il n'y a pas si longtemps d'Espagne, qui est une zone rouge. On m'a fait remplir dans l'avion un document me demandant si j'avais de la fièvre, si je toussais, si j'avais mal à la gorge. Je suis arrivé, personne, jamais, depuis que je suis rentré, ne m'a demandé ce document. 50% des lits de réanimation Covid sont occupés par des gens qui viennent de l'étranger ou des Français qui sont rentrés en France depuis l'étranger. Tant que le gouvernement ne remplira pas ce rôle, il sera trop tôt pour demander des efforts supplémentaires à nos concitoyens. Je vous propose, monsieur le maire, que notre commune et son conseil municipal, plus loin que de montrer son désaccord, mettent notre gouvernement dans un courrier ou dans une motion devant ses responsabilités et qu'il les assume, car aujourd'hui, entre mensonges, incompétence et mépris, il ne les assume pas. Deuxièmement, et je ne vais pas être plus long, mais essayons, dans la mesure du possible, de combler cette incompétence pour pallier aux besoins des Allodiennes et des Allodiens. Pourquoi ne pas imaginer un centre de dépistage ouvert aux Allodiennes et aux Allodiens et en priorité à nos concitoyens de plus de 65 ans? Pourquoi ne pas imaginer ensemble un système d'aide ou de prêt à nos restaurateurs et cafetiers? Notre rôle, avec nos petits moyens, bien évidemment, ceux d'une commune, c'est, je pense, de pallier à cet acharnement du gouvernement contre nos concitoyens dans une crise où, très clairement, il essaye de nous faire endosser une responsabilité que lui n'a jamais eu le courage de prendre. Merci, monsieur le maire. Alors, merci. En réaction à votre intervention, sachez qu'on travaille activement, notamment à ce qu'on puisse proposer à la population des tests de dépistage. Nous avons été en capacité de le faire pour les publics les plus urgents, pour le personnel municipal qui travaillait dans les écoles, pour le personnel municipal qui était en contact direct avec la population. Et nous travaillons actuellement avec le SDIS et les sapeurs-pompiers pour mener des opérations de dépistage. Et nous serons en capacité de donner quelques dates au début octobre, de manière à ce que la population, et notamment la plus fragile, effectivement, nous ne pourrons pas faire tester l'ensemble des Allodiens. Mais comme vous le dites, les plus de 60 ans ou les plus de 65 ans seront bien naturellement prioritaires pour effectuer ces tests, si tant est qu'ils l'estiment nécessaire. Si vous le voulez bien, nous allons entamer donc officiellement la séance du conseil municipal et pour cela, je vais procéder à l'appel des élus. Alors, Madame Joëlle Mizrahi, qui est absente et qui donne procuration à Madame Cianarella, Monsieur Patrick Sabatier, présent.
Madame Marie-Christine Cianarella, Monsieur Frédéric Plat-Gabaudan, Madame Isabelle Lévy-Fanucci, Monsieur Patrick Minéo qui est absent et qui donne procuration à Madame Lévy-Fanucci, Madame André Collin, Monsieur Jean Tomaselli, Madame Martine Schex, Monsieur Serge Bénica, Monsieur Christian Lartaud, Madame Marie-France Rosti, Monsieur Henri Carvin, Monsieur Lionel Decubert, Madame Jacqueline Fabre, Monsieur Bernard Croze qui est absent et qui a donné procuration à Monsieur Bénica, Madame Marie-Claude Allary, Monsieur Maurice Attias qui est absent et qui a donné procuration à Madame Schex, Monsieur Christophe Moulin qui est absent et qui a donné procuration à Monsieur Castillo, Madame Emmanuelle Girard-Tibillier, Madame Corinne de Ranieri qui est absente et qui a donné procuration à Monsieur Rousseau, Madame Sandrine Frère, Monsieur Laurent Castillo, Madame Stéphanie Gréco de Coningue, Madame Émilie Partouche, Monsieur Anthony Paget, Madame Anaïs Abrahamian, Monsieur Loïc Rousseau, et pour l'opposition, Monsieur Gérard Bismuth, procuration à Monsieur Jean Naya, c'est noté, Monsieur Jean Naya, Madame Robineau-Chélan, Madame Aurélie Trichot-Pirani, Madame Francine Larocca, Monsieur Laurent Jacobelli. Merci, ce conseil municipal est officiellement ouvert. Donc après avoir procédé à l'appel nominal des élus et déclaré la séance ouverte, je propose la désignation de Monsieur Loïc Rousseau, benjamin de notre Assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire des séances, conformément à l'article 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Je soumets cette décision au vote. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Parmi les premières mesures sur lesquelles nous avons à nous positionner, il y a l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juillet et celle du 22 juillet. Vous vous souvenez, les deux conseils municipaux étaient très rapprochés. Nous n'avions pas pu procéder à l'approbation du conseil municipal du 10 juillet vu les délais qui étaient les nôtres. Donc c'est pour ça que nous vous soumettons successivement l'approbation de ces deux PV. On va commencer par le conseil municipal du 10 juillet. S'il n'y a pas de prise de parole, je soumets cette délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Nous passons donc maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 juillet 2020. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 2020-76 qui concerne l'administration générale de notre collectivité et je passe immédiatement la parole à Madame Cianarella. Bonjour à tous. Il est proposé d'autoriser Monsieur le maire, pour la durée du mandat, à engager les dépenses relatives au remboursement des dommages lorsque les montants sont inférieurs aux franchises des polices d'assurance, directement auprès des personnes ou de leur assureur, dès lors que la responsabilité est imputable à la commune. Les franchises responsabilité civile et dommages aux biens s'élèvent à 1 000 €. Je soumets cette délibération au vote. Est-ce qu'il y a une prise de parole avant? Pas de prise de parole. Je la soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Nous passons à la délibération numéro 76 qui concerne la désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Yves Montand. Je passe pour ça la parole à la conseillère municipale déléguée à l'éducation, Madame Gréco de Coningue. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé de désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la commune au sein du conseil d'administration du collège Yves Montand, par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Je vous laisse présenter les candidatures. Oui, effectivement, c'est une délibération importante parce que c'est la représentation de la municipalité au sein du conseil d'administration du collège. Vous savez donc qu'au cœur des prérogatives municipales, nous avons la charge notamment des écoles maternelles et primaires, le département se chargeant du collège et le lycée est sous la responsabilité de la région. Donc nous tenons à avoir
des représentants de la municipalité pour qu'ils puissent faire entendre leur voix au sein du conseil d'administration. Et c'est pour ça que je vous propose les candidatures de Mme Gréco de Coninck et de Marie-Claude Allary en qualité de titulaire et les candidatures de Mme Chex et de Mme Partouche en qualité de suppléante. Pourquoi ce choix, notamment sur les 2 titulaires qui sont les postes les plus importants, parce que c'est au cœur de leurs délégations respectives, Mme Gréco de Coninck étant chargée de l'éducation et Mme Allary s'occupant notamment de la petite enfance et des crèches. Je vous propose que nous puissions procéder à ce vote à main levée, comme c'est prévu dans la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Je repasse la parole à Mme Gréco de Coninck concernant la désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du lycée d'Anco-de-Botte. C'est à vous de vous exprimer. Merci. Merci. Il est proposé de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la commune au sein du conseil d'administration du lycée d'Anco-de-Botte par vote à main levée, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je présente les candidatures selon le même procédé que pour le collège, à savoir la candidature de Mme Gréco de Coninck en tant que titulaire et la candidature de Mme Allary en qualité de suppléante. Donc, pour les mêmes raisons, en raison de leurs délégations respectives, pour avoir le plus de poids possible pour faire porter la voix de la commune au sein de ce conseil d'administration et de ce bel établissement. On procède au vote par main levée, si vous le voulez bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons à la délibération numéro 2020-79, délégation du conseil municipal en application du 3e alinéa de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et je passe la parole à monsieur l'adjoint aux finances, monsieur Jean Tomaselli, pour nous présenter le rapport. Alors, cette délibération a pour objet de préciser les limites et les conditions d'exercice de la délégation qui a été accordée au maire donc, par le conseil municipal le 10 juillet en matière d'emprunt et de gestion de la dette. Il est ainsi proposé donc, de conclure uniquement des prêts à taux fixe pour une durée maximale de 25 ans, dans la limite du plafond d'emprunt voté dans le budget annuel. Donc, je vous rappelle que ce plafond est présenté et discuté à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires. Par ailleurs, il est aussi proposé d'autoriser le maire à conclure des opérations de gestion, de dette ou de refinancement à partir du moment où le réaménagement se fait sous les conditions que je viens d'évoquer, c'est-à-dire taux fixe et 25 ans maximum. Voilà le cadre de cette délibération. Je voudrais porter à votre connaissance 3 éléments complémentaires. D'abord, préciser que l'encours de la dette de la commune s'élève à 18 millions d'euros. Ça représente à peu près 832 € de dette par habitant. Pour les communes identiques, nous sommes à peu près à 1036 €, donc on est inférieur de 20%. Le deuxième point, comme inscrit dans le budget, je rappelle qu'avant la fin de l'année, nous allons réaliser un emprunt de 2 millions d'euros qui nous permettra de financer le pôle culturel à l'usine électrique, sachant qu'en même temps, nous allons rembourser 1,72 000 € de capital. Donc en fait, ça ne va pas alourdir l'encours de la dette de la commune. Et pour terminer, il a été rappelé lors du vote du budget 2020 qu'un emprunt de 3 millions d'euros apparaissait bien moins noté que les autres, pour la raison suivante: il y avait une formule de calcul du taux qui, en fait, je dirais que ce taux pouvait être variable et donc il était coté auprès des établissements bancaires comme légèrement risqué. Donc ces 3 millions d'euros ont fait l'objet d'un travail de réaménagement, donc on va partir sur un taux fixe, donc aucun risque au niveau des cotations bancaires. Et il faut savoir qu'actuellement nous sommes sur 4,47% pardon, sur cet emprunt-là, et on va le passer à peu près à un taux fixe de 1,7%. Donc ça, c'est pas neutre, bien entendu, dans l'économie des annuités. Le réaménagement et l'emprunt se feront de façon concomitante pour optimiser l'opération. Les conditions définitives seront présentées par décision municipale. Et puis, bon, comme je viens de l'évoquer, effectivement, on aura une économie sensible sur les échéances annuelles.
Voilà Merci. ce que je peux dire sur cette délibération. Merci Monsieur Tomaselli pour cette présentation très complète des enjeux de cette délibération qui est tout de même un peu technique. Merci d'avoir pris le soin de l'expliciter. Est-ce que l'opposition souhaite prendre la parole sur cette délibération? Oui, Monsieur Jacobelli. Oui, juste un principe que je rappelle à chaque fois, mais je suis toujours gêné par le fait de signer un blanc-seing. Et il n'y voyait absolument rien de personnel, mais c'est philosophique. Je pense que l'utilité de ce conseil municipal, c'est aussi d'abord de faire approuver par tout le conseil un certain nombre d'actes majeurs économiques et de soulever des questions quand c'est le cas. Donc j'aurais proposé pour ma part que tout emprunt ou renégociation d'emprunt ou modification d'un emprunt n'étant pas budgété doit requérir l'accord du conseil municipal. Donc je voterai contre, une fois encore, pas du tout par défiance, mais par principe. D'accord, donc ce n'est pas une question de fond, mais de forme, si je comprends bien. Les deux, en fait. C'est dans la limite du plafond voté au niveau du budget. Oui, mais les taux, etc., ça peut changer beaucoup de choses. Donc oui, c'est en adéquation avec effectivement une décision que nous avions votée précédemment. Donc ça s'applique comme cela, selon le principe qui a été arrêté collectivement. Pas d'autres prises de parole sur le sujet. Si vous le voulez bien, je la soumets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons au volet suivant qui concerne les ressources humaines avec la délibération numéro 2020-80 qui concerne le versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Qu'en est-il de cette délibération? C'est le personnel municipal notamment qui a travaillé durant la période de crise sanitaire que nous avons connue sous le régime de l'état d'urgence sanitaire qui avait été déclaré et qui peut bénéficier d'une prime telle que cela avait été rendu possible par l'État. Cette prime avait été versée au mois de juin dernier aux agents sans qu'elle ait fait l'objet d'une délibération et donc ça ne permettait pas aux agents ni à la collectivité de bénéficier de l'exonération de charges, qu'elle soit patronale, donc au bénéfice de la collectivité, ou salariale au bénéfice des agents. Nous prenons cette délibération pour rectifier cette décision, de manière à faire une économie sur les charges à hauteur de 15 000 € pour notre municipalité, et de la même manière pour permettre aux agents de bénéficier d'une exonération de 15% sur cette prime, ce qui veut dire elle est plafonnée à 1 000 €, cette prime, en fonction des heures de travail effectuées et de la présence effective sur le terrain dans le cadre de la période que nous avons connue durant le confinement, ce qui correspond à peu près à une revalorisation de cette prime à hauteur de 15%. Donc ça veut dire qu'un agent qui est au plafond de la prime à hauteur de 1 000 € n'avait touché que 850 € en juin, et là, grâce à ce dispositif, il touchera les 1 000 € plein. Voilà, donc c'est une délibération qui permet à tout le monde de s'y retrouver et on vous la soumet aux voix, sauf à ce qu'il y ait des prises de parole de la part des membres de l'opposition. Je laisse la parole à Madame Robineau. Oui, bien sûr que nous soutenons cette décision qui est une belle reconnaissance pour l'effort et le dévouement du personnel pendant cette période critique et difficile. Donc nous voterons bien sûr favorablement. C'est noté, je vous en remercie. Monsieur Jacobelli ou Madame Licata? Nous sommes sur la même ligne. Juste pour savoir quel montant total de prime a-t-on versé, nous voterons évidemment nous aussi pour cette décision. Cette prime concerne donc, initialement elle concernait 187 agents. Grâce à ce nouveau dispositif et à l'économie réalisée et au respect des procédures en vigueur, nous allons pouvoir aussi l'appliquer à la fois à la police municipale qui n'était pas concernée par le premier versement. Donc ça concerne 13 policiers municipaux supplémentaires, plus d'autres agents, 2 agents de nettoyage et un agent qui était en poste en gardiennage à la Bastide de Fontvieille. Donc au total, nous aurons 187 agents concernés par cette prime qui représente un montant total de 109 000 €. S'il n'y a pas d'autre intervention, je soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie.
Nous passons à la délibération 2020-81, qui concerne la mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et je passe la parole à Madame Cianarella, qui s'exprime au nom de Madame Joëlle Mizrahi, qui ne peut pas être parmi nous ce soir. Tout à fait. Il est proposé d'instaurer pour les agents relevant des nouveaux cadres d'emploi éligibles le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP. Pourront désormais bénéficier de ce dispositif les ingénieurs en chef, les ingénieurs, les conseillers territoriaux des APS, les puéricultrices et infirmières en soins généraux, les éducateurs de jeunes enfants, les techniciens et les auxiliaires de puériculture. Merci pour ces précisions. Je tiens à rajouter que ce dispositif nous permettra aussi de rétablir, de faire bénéficier de cette prime les agents durant leur congé maternité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Elles se voyaient amputées d'une partie de leur prime. Et donc, grâce à ce dispositif, elles pourront désormais, bien naturellement, continuer à en bénéficier durant leur congé maternité. Est-ce que cela soulève une demande de prise de parole de la part des membres de l'opposition ? Si ce n'est pas le cas, nous procédons immédiatement au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Nous passons au rapport suivant, le 82, qui concerne le principe autorisant le recrutement d'agents contractuels remplaçants. Et c'est Madame Cianarella qui nous présente le rapport. Il est proposé de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels dans le respect de l'article 3.1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette délibération va nous permettre une plus grande souplesse et surtout, elle nous donne un filet de sécurité d'autant plus important en cette période de crise sanitaire pour nous permettre de remplacer les agents qui seraient en difficulté et qui seraient soit cas contact, soit concernés directement par le Covid. Je pense notamment au personnel des écoles. Heureusement, ce n'est pas encore le cas à l'heure où on se parle, mais il vaut mieux prévenir que guérir et c'est le sens de cette délibération. Je demande l'intervention de M. Jacobelli. Vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, d'une manière générale sur le poids de la masse salariale dans notre commune. Aujourd'hui, les dépenses salariales représentent, je parle sous votre contrôle, 66% des charges contre une moyenne nationale de 54%. On s'aperçoit, et on l'avait vu dans le rapport de la Cour des comptes, que dans le même temps, les employés communaux semblent être comment dirais-je, très heureux en moyenne dans leur poste quand on voit le nombre de cas qu'il y a pu avoir de maladies. C'est-à-dire qu'on a un peu les deux problèmes. C'est une population à remotiver, et j'espère que nous le ferons tous ensemble, et en même temps de très lourdes charges salariales. Il n'est pas question, je le répète une fois ici, de faire des coupes, ni même de ne pas donner de prime. D'ailleurs, nous avons voté pour parce que c'était mérité. Mais je ressouligne l'importance de travailler en profondeur sur ce dossier, parce qu'une fois encore, le contribuable qui est derrière a besoin d'explications. Pourquoi sommes-nous 10 points au-dessus de la moyenne nationale ? Merci. Bon, ça, ce débat, nous l'avons déjà eu lors des conseils municipaux du mois de juillet. Vous savez que je ne vais pas changer la masse salariale entre l'élection du 28 juin et le 24 septembre, heure à laquelle nous nous parlons aujourd'hui. Donc je pense que nous aurons l'occasion de l'évoquer, notamment dans le cadre de l'examen du budget qui aura lieu pour l'année prochaine, parce qu'effectivement, vous parlez, il y a le poids effectivement de ce qu'on appelle le budget de fonctionnement. Là, en l'occurrence, on parle du remplacement nécessaire d'agents qui sont sur le terrain, notamment au contact des enfants dans les écoles. Et c'est de ça et uniquement de ça dont il s'agit. Donc je souhaiterais qu'on se réserve à nouveau ce débat pour la période budgétaire qui s'ouvrira très bientôt, parce que comme je vous l'avais annoncé, nous serons amenés à voter et à prendre les décisions et à mener le débat d'orientation budgétaire avant la fin de l'année. Je soumets donc aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. Nous passons au volet culture
avec la délibération numéro 83 qui concerne la signature d'une convention avec la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de l'opération La lecture par nature 2020. Je donne la parole à l'élu délégué à la culture, Madame Fabre, qui va nous en faire la présentation. Alors, il est proposé d'approuver le principe de convention de partenariat Lecture par nature 2020 avec la métropole d'Aix-Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est cette manifestation ? C'est la métropole Aix-Marseille-Provence qui organise cette opération Lecture par nature 2020, qui est un événement consacré à la lecture publique qui propose aux communes partenaires d'accueillir diverses manifestations durant la période de cette année, du 20 octobre au 10 décembre. La bibliothèque d'Allo, cette année, elle accueille dans ce cadre un événement en direction du jeune public à partir de 7 ans sur une seule date. Ce sera le mercredi 2 décembre. Alors, il s'agit cette fois d'un atelier qu'on appelle d'art visuel qui est conduit par une artiste qui s'appelle Camille Goujon, qui a une association appelée Polymagou. C'est en fait un atelier qui consiste à animer image par image des livres et des objets de la bibliothèque, de créer, de dessiner des petites formes de dessins animés que les participants prendront en photo dans le décor réel de la bibliothèque. Le cas échéant, les participants pourront voir un petit film collectif à l'issue de l'atelier en projection à l'occasion d'une séance ciné-science organisée au sein d'une autre médiathèque de l'aire de lecture. À la fin, un montage de tous les films réalisés dans les bibliothèques de l'aire de lecture sera ensuite mis en musique et une version numérique sera envoyée à tous les participants. Alors sur le plan concret, voilà comment ça se passe. C'est la métropole qui organise ça et donc c'est eux qui en assurent le règlement. Donc le règlement est fait par la métropole Aix-Marseille-Provence à l'issue de la représentation. Ce règlement, il comprend le paiement de la prestation, bien sûr, et également les droits d'auteur à la SACEM et à la SACED. La commune s'occupe en revanche de fournir un lieu d'accueil, le personnel nécessaire à l'accueil du spectacle. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est communication, affichage, programme, mailing, diffusion sur les réseaux sociaux. Elle s'occupe aussi également des frais de restauration. L'entrée pour les participants est gratuite. Donc, on peut dire qu'est approuvé en article 1 le principe de convention de partenariat avec la métropole Lecture par nature 2020. En article 2, les frais de restauration pour le personnel du producteur qui seront décidés et pris en charge par la commune. Et en article 3, M. le maire qui est autorisé à signer la convention jointe en annexe. Merci pour cette présentation très complète. J'en profite effectivement pour souligner le travail qui avait été réalisé par vos soins et par le service culture de la municipalité dans la programmation qui devait être la nôtre en cette rentrée, qui malheureusement a dû être annulée en raison des renforcements des mesures sanitaires, mais je pense qu'il était bon de le rappeler à cette occasion. Est-ce que les membres de l'opposition veulent prendre la parole concernant cette délibération? Si ce n'est pas le cas, je soumets immédiatement cette délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sport, loisirs et jeunesse avec la délibération numéro 84 qui concerne le fonctionnement de la patinoire. Et je laisse immédiatement la parole à Madame Martine Schex. Oui, merci Monsieur le maire. Il est proposé, depuis 2017, l'Assemblée municipale avait décidé d'installer une patinoire synthétique de 200 mètres carrés sur la commune afin de prendre en compte les modifications nécessaires à un meilleur accueil du public pour la période hivernale 2020-2021. Il est proposé d'abroger la délibération 2019-92 du 23 septembre 2019 et le règlement intérieur y relatif. Le nouveau règlement intérieur définit les conditions d'accès, le protocole, les gestes barrières dus à la crise sanitaire, les horaires et les modalités de fonctionnement de la patinoire du lundi 19 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020. Merci pour cette présentation. Effectivement, la patinoire, c'est un rendez-vous bien ancré dans la vie de la collectivité à chaque fin d'année, qui bénéficie d'un vrai projet pédagogique, ce qui explique pourquoi son installation s'étale du mois d'octobre, donc avant les vacances de la Toussaint, jusqu'aux fêtes de fin d'année, pour participer aux féeries des fêtes à partir du mois de décembre. Sachez que nous avons envisagé, Martine, c'est pas toi qui diras le contraire, je trouve qu'effectivement la patinoire au Théâtre de Nature, là où elle est installée aujourd'hui, c'est une bonne chose. Elle profite aux élèves de la commune, à tous les enfants et aux plus grands qui souhaitent pouvoir bénéficier de cette installation. J'ai le souhait à l'avenir à ce qu'on
puisse l'intégrer au parcours des fêtes de fin d'année et qu'elle soit plus centrée au cœur du village. Donc nous avons regardé et étudié toutes les possibilités qui s'offraient à nous dans les délais très courts qui nous étaient réservés pour essayer soit de l'installer sur le cours du 11 novembre, soit pour l'installer devant l'usine électrique. Malheureusement, pour des raisons techniques, ce n'était pas faisable dans des délais aussi courts. Et donc nous la laissons cette année au Théâtre de Nature et je m'engage à ce que pour l'année prochaine, nous repensions l'organisation notamment du marché de Noël en essayant d'en accroître les jours d'activité et d'intégrer la patinoire au marché de Noël et à toutes les festivités que nous serons amenés à organiser en période de fin d'année. Voilà les précisions que je voulais ajouter. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. En fait, dès la fermeture donc, de la patinoire au 31 décembre 2020, les services concernés par cette mise en place de patinoire et par le marché de Noël vont travailler ensemble afin de permettre à cette patinoire d'être intégrée au cœur du village dès Noël prochain. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'y avoir travaillé avec Loïc Rousseau aussi, qui est chargé de la jeunesse, et avec les services concernés. Est-ce que ça suscite une demande de prise de parole? Non. Alors nous procédons immédiatement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 85 qui concerne la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation avec la signature d'une convention entre la commune, l'association Partage Cadre Bienveillance et le collège Yves Montand. Madame Lévy-Fanucci, qui a la procuration de Monsieur Patrick Minéo, qui est adjoint à la sécurité, va nous en présenter le rapport. Merci, Monsieur le maire. La version qui vous a été transmise fait mention du conseil départemental. Il est à noter que ce dernier n'est pas parti à la convention. Il sera procédé à la modification de la délibération et de la convention en ce sens. Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention entre le collège Yves Montand, l'association Partage, Cadre et Bienveillance en vue de la mise en place de cette permanence de conseil pour le dernier trimestre 2020. Il faut savoir que cette convention sera ensuite validée par le conseil d'administration du collège Yves Montand. Et également, cette convention permet aux enfants, les collégiens en difficulté, d'avoir une aide. Merci pour ces précisions. Il y a peut-être des demandes de prise de parole. Oui, Madame Trichot-Pirani, je vous laisse la parole. Alors, je trouve que c'est... Je ne sais pas si... Je n'ai pas l'habitude, pardon. Oui. Il faut signaler que c'est votre première intervention et que nous avons l'honneur de vous accueillir au sein de ce conseil municipal ce soir. Merci. Donc, je trouve que la signature de cette convention, c'est une très bonne chose. C'est un dispositif qui permettra d'être un soutien à certaines familles en difficulté. Par contre, comment cela va se concrétiser dans les faits? Est-ce que le collège, ce sera à l'initiative de cette consultation ou seulement les familles? Et comment s'est porté le choix de cette association? Et puis, alors, quel rôle jouera la municipalité pour promouvoir ce dispositif pour l'ensemble des Alaudiens? Et est-ce qu'il y aura le même projet au niveau du lycée avec la région? Alors là, c'est une convention effectivement qui concerne spécifiquement le collège. Nous allons communiquer à l'établissement un document à destination des familles. L'objectif, c'est que le collège fasse lui-même la promotion auprès des familles parce qu'il est chargé de la bonne application de la convention. Nous ne sommes qu'un partenaire, mais nous prenons en charge le coût financier de ces permanences. Donc, comme c'est précisé dans la délibération dont vous avez pris connaissance, des 7 permanences qui vont s'étaler jusqu'à la fin de l'année 2020. Et donc, les permanences s'organisent selon un principe de rendez-vous, donc qui se fait soit au collège, soit au sein des services jeunesse de la municipalité. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et je passe la parole à Monsieur Jacobelli. J'espère que vous m'avez entendu. Oui. Dans beaucoup de communes, il y a ce type de contrat, en effet,
avec des associations, mais qui expliquent aux enfants ce qu'est la laïcité, ce qu'est le rôle de la femme et de l'homme dans la société, et qui sont là pour détecter des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est d'essayer de voir justement les adolescents qui sont susceptibles ou en phase d'être radicalisés. Radicalisés, on sait tous ce que c'est très loin du décrochage scolaire. C'est d'avoir dans la tête des visées séparatistes, c'est se préparer à lutter contre nos valeurs et notre société. J'ai très peur, malheureusement, que la formation qui nous est proposée soit complètement à côté de la plaque. Une fois encore, s'il faut la voter dans le cadre de l'éducation pour aider des jeunes à ne pas décrocher, nous la voterons parce que c'est aussi une partie de notre rôle. En revanche, je pense qu'on loupe l'objectif clairement annoncé de ce type de prévention, c'est-à-dire détecter des jeunes qui sont dans un milieu familial, associatif, qui pourraient demain les amener à commettre, disons-le, des attentats ou des actes radicalisés. C'était l'origine de ce type de stratégie et je crois que nous sommes à côté. Donc je vous demande, monsieur le maire, parce que nous sommes à côté de Marseille, qu'il s'est passé des choses très graves, que nous sommes dans une situation où même le gouvernement reconnaît qu'il y a un risque séparatiste et communautariste, de nous prémunir contre de telles choses et de trouver une association qui réellement mette en place un programme qui nous permette éventuellement de détecter et d'aider, bien sûr, des jeunes en voie de radicalisation. Je vais vous rassurer sur tous les points que vous avez évoqués. Alors, vous arrêtez aux mots, mais les mots s'inscrivent dans une stratégie territoriale qui dépasse le cadre municipal. Vous avez bien vu, c'est une stratégie territoriale donc, et non pas communale. Donc nous adoptons les mots de ceux avec qui nous fonctionnons en partenariat sur ces sujets-là. Et au-delà de ça, il y a un volet citoyenneté qui est très important dans le cadre de ce rapport. Et ça se participe effectivement au volet éducatif, et je vous rejoins tout à fait. D'ailleurs, ça se fait dans un cadre d'un établissement scolaire, à savoir le collège, qui est sous la responsabilité du département. Mais nous avons, en relation avec mon adjoint à la sécurité, une volonté de s'associer au plus près, et notamment dans les services éducatifs communaux, à quelque niveau que ce soit, pour s'assurer effectivement d'éviter les décrochages de nos jeunes, et éviter, sans parler de radicalisation, parce que je ne pense pas que ce soit ce concept-là qui réunisse et qui soit la principale problématique dans notre commune, mais qu'on évite un glissement, des fois léger, de situations d'absentéisme, de problématiques répétées dans les établissements scolaires et qui peut dériver vers des risques d'une délinquance légère et on le voit qui après risque de s'accentuer. C'est dans le cadre de cette stratégie globale qu'on entend mener sur les 6 années à venir que nous avons fait le choix de présenter ce rapport à travers l'adjoint à la sécurité qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce soir. Et d'ailleurs, je le salue pour ceux qui le savent, il a été touché par la maladie du Covid. C'est pour ça que nous ne le voyons pas depuis quelques semaines. Sachez qu'il a beaucoup souffert. Au-delà de ça, excusez-moi, donc c'est la raison pour laquelle c'est avec lui que nous menons ce type de projet et que nous vous présentons cette délibération dans l'état d'esprit que je viens de vous présenter. Et ce qui me paraît important, c'est qu'on aille au-delà, effectivement, de ce type de partenariat. Et je veux, en tant que maire, notamment, parce que je suis officier de police judiciaire, qu'à terme, je puisse recevoir les parents, les enfants en difficulté, etc., pour éviter, essayer de prendre à la racine les petits problèmes de comportement qui peuvent surgir ici ou là, pour éviter à ce que ces jeunes se retrouvent face à la police municipale ou nationale dans un autre cadre ensuite. Voilà l'esprit de cette délibération. S'il n'y a pas d'autre intervention, je vous la soumets aux voix immédiatement. Madame Robineau, vous vouliez prendre la parole. Oui, je remercie bien sûr Aurélie pour sa première intervention au sein du conseil municipal. Je voudrais revenir sur la sécurité. C'est bien de mettre en place effectivement cet accompagnement au niveau des jeunes, mais je suis beaucoup sollicitée par des administrés qui subissent des cambriolages et même dernièrement des agressions au logis neuf. Alors vous avez annoncé dans la presse qu'il devait y avoir un recrutement de la policiers municipaux. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ou alors peut-être nous le faire prochainement parce que je crois qu'il y a urgence. Il y a urgence de pouvoir voir beaucoup plus de patrouilles sur le terrain. Et également, M. Jacobelli l'a dit, le terrorisme n'est pas terminé, loin de là. Et le soir des nocturnes, mis à part le personnel municipal qui nous a mis gentiment du gel hydroalcoolique, je n'ai pas vu d'entreprise de sécurité comme cela se faisait auparavant pour surveiller si on n'avait pas dans notre sac une arme ou un pistolet. Donc peut-être à l'avenir, il serait important de remettre en place, parce que le Covid, c'est une chose, c'est vrai qu'on est en crise sanitaire, mais on peut avoir aussi des problèmes
de terrorisme, donc de pouvoir permettre la sécurité de nos administrés avec une entreprise de sécurité ou des policiers municipaux qui puissent être à l'entrée de ces nocturnes, de toutes les manifestations que nous pouvons avoir dans les prochains mois. Merci. Alors, la sécurité est un enjeu clé. Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter dans le cadre des conseils municipaux précédents. J'en avais fait le constat ces dernières années en tant qu'Alodien, en tant qu'élu local, désormais en tant que maire. Effectivement, nous avons un terrain à investir très largement. Nous avons des difficultés et des fléaux auxquels nous devons faire face au quotidien. Je vais les rappeler, parce qu'il est nécessaire de les rappeler à chaque fois. Ceux des cambriolages, les vols, les dégradations de véhicules, les nuisances nocturnes, les mini-rodéos qui peuvent avoir lieu ici ou là sur quelques routes de notre secteur, pas seulement à Allot, mais sur tout le territoire métropolitain. Et il est important qu'on se donne les moyens de lutter contre toutes ces problématiques qui nuisent et qui participent à un climat d'insécurité qui nuit au bon vivre ensemble de l'ensemble de la population de notre commune. Donc effectivement, ça fait partie de mes priorités. Vous avez vu effectivement à la lecture d'une interview de rentrée que j'ai accordée à la Provence que parmi ces priorités, il y a le recrutement de 7 agents de police municipale. C'est un plan de recrutement que nous avons lancé dès le mois de juillet. Et vous savez qu'il y a des procédures administratives à respecter avant de pourvoir les postes qui sont les nôtres et qu'on veut pouvoir octroyer à des renforts en matière de police municipale. C'est en cours. Nous avons déjà eu le renfort de 2 agents. Un ASVP sur le secteur notamment de Valfleury, devant l'école, au niveau en Côte-de-Botte, avec l'agent Alain Campanelli, qui rassure et qui fait un lien avec toutes les personnes qui habitent sur le secteur, et notamment les parents d'élèves devant l'école. Nous allons avoir très prochainement le recrutement d'un premier agent de police municipale, et ainsi de suite. Nous allons pouvoir recruter en ayant l'objectif d'avoir 7 renforts avant la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre, parce qu'il faut respecter ces procédures de recrutement qui durent en moyenne 3 mois pour un agent qui est en poste dans une autre collectivité ou dans la police nationale ou la gendarmerie. C'est la raison pour laquelle ça prend un peu de temps. Moi, je veux tirer mon chapeau aux agents de la police municipale qui travaillent, qui ont mené un travail inlassable sur le terrain durant tout l'été avec les moyens dont ils disposent. Ils sont 13 à être opérationnels et vous imaginez 13 agents pour se relayer matin, midi et soir sur la commune, 7 jours sur 7. Donc je leur tire mon chapeau. Nous leur avons demandé, comme je vous l'avais signalé au mois de juillet, de décaler leurs horaires d'intervention pour être plus présents notamment en soirée et en milieu de soirée et en fin de soirée. Donc ils ont accepté de modifier leurs horaires pour renforcer leur présence sur le terrain, pour être au contact des groupes de jeunes qui peuvent être des fois le soir et notamment durant l'été. On a eu le cas malheureusement assez régulièrement de jeunes qui mettent de la musique trop fort, qui s'amusent à rouler vite sur les routes, etc. Et leur présence a permis de limiter un peu ces phénomènes-là, donc je les en remercie encore. Quant à la sécurité, effectivement, notamment des grands événements que nous sommes amenés à organiser, nous avons mis tous les moyens nécessaires, notamment quand il y a eu le feu d'artifice du 14 juillet. On avait eu un renfort aussi de la police nationale que nous avions sollicité. Nous avions de la même manière prévu et alerté les services de la police nationale pour l'organisation du marché nocturne. La police municipale a été présente durant les 2 soirées de l'événement, de 19h à quasiment minuit, même si l'événement s'arrêtait à 23h, pour s'assurer que tout se passe bien et que les dernières personnes qui ont participé à ces marchés nocturnes puissent regagner leur domicile en toute sécurité. Donc là aussi, ils ont marqué leur présence, les véhicules étaient là, tous les agents étaient mobilisés, aussi bien police municipale que les ASVP, donc c'est très important, et les effectifs, notamment de BAC, etc., étaient à l'écoute si jamais il y a eu la moindre difficulté. Heureusement, il n'y en a pas eu, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu leur présence physique sur le terrain, mais ils étaient programmés en renfort si nécessaire. Donc le volet sécurité fait partie de nos priorités absolues, et nous ferons tout pour assurer une meilleure qualité de vie de ce point de vue-là à tous les Allodiens à l'avenir, je peux vous l'assurer. Merci pour ce débat qui méritait d'être mené. Sans plus attendre, on va procéder au vote de cette délibération. Et j'en profite aussi pour remercier Anaïs Abrahamian et Serge Bénica qui se sont beaucoup impliqués sur les marchés nocturnes, qui ont été une belle réussite. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans mon propos introductif. Je le tenais à le faire ce soir. Je soumets cette délibération au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons immédiatement à la délibération suivante, à savoir la 86, qui concerne une convention avec l'Association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs, pour l'organisation de formations de BAFA notamment. Je laisse la parole à Madame Martine Schex. Oui, merci Monsieur le maire. Il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition
pour organiser dans le cadre de l'Association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs, la FOCAL, des sessions BAFA, qui est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, de formation générale et d'approfondissement. Au titre de redevance en contrepartie de la mise à disposition des locaux municipaux et de la prise en charge des repas des stagiaires et des formateurs par la commune, l'association propose de la formation générale à tarif préférentiel pour les titulaires de la carte jeune. Le tarif préférentiel, si vous permettez, monsieur le maire, je vais le préciser. Oui. Nos stagiaires paient donc directement à la FOCAL. Nos jeunes stagiaires bénéficient d'un prix de 300 € au lieu de 400 € pour la formation donc générale. Par contre, donc effectivement, cela ne coûte à la commune uniquement le prêt des locaux. Le stage se fait dans l'enceinte de l'école de piédoterie. Merci pour ces précisions. Et effectivement, en complément de ce que vous avez présenté, il faut dire aussi que nous participons à hauteur de 200 € pour 5 stagiaires qui bénéficient de ce dispositif et nous leur soumettons, enfin nous leur conditionnons cette aide supplémentaire à ce qu'ils puissent travailler dans nos structures municipales durant 1 an, une fois qu'ils auront réussi leur formation. Donc c'est un schéma gagnant-gagnant parce que nous avons des besoins en personnel à ce niveau-là, diplômés pour encadrer les jeunes dans les centres aérés et les animations que nous menons à longueur d'année. Et donc voilà le dispositif pour qu'il vous soit présenté dans son ensemble. Est-ce qu'un d'entre vous souhaite prendre la parole sur ce sujet-là? Si ce n'est pas le cas, je le soumets immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 87 qui concerne la mise à disposition gratuite de biens communaux aux associations. Et je passe immédiatement la parole à monsieur Anthony Paget qui est chargé de la vie associative. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Il est donc proposé dans cette délibération à monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition gratuite des biens communaux au bénéfice d'associations afin de permettre le stockage de matériel technique ne présentant aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens, mais également la possibilité de bénéficier de locaux administratifs. La mise à disposition des biens communaux sera d'une durée d'1 an. Merci, monsieur Paget, pour cette présentation. Effectivement, cet effort qui est porté pour accueillir plus grandement les associations de notre commune participe à une politique ambitieuse pour animer et accompagner et donner les moyens de fonctionner à toutes les associations de notre commune. Nous avons, juste pour vous donner quelques chiffres, autorisé et ouvert nos portes, les portes de la municipalité, à conventionner avec une douzaine d'associations supplémentaires dans le cadre de cette rentrée. Nous avons élargi le nombre de sites que nous mettons à leur disposition pour accueillir leur activité. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une des délibérations suivantes. Et nous avons un volume horaire qui est mis à leur disposition d'à peu près 15% supplémentaire par rapport à ce qui se faisait avant. Donc c'était déjà une des priorités de la majorité précédente. Nous renforçons les moyens mis à disposition des associations qui participent activement à la vie communale, que ce soit sur le plan sportif, culturel ou à d'autres niveaux, des couturières, une école de magie. Vous avez dû voir qu'on a ouvert officiellement mercredi l'école des magiciens du Gard-Laban sur la commune. C'est une vraie fierté. Ils ont fait des représentations dans le cadre du marché nocturne. Et je peux vous dire que ça faisait du bien de voir un peu de magie dans les yeux des enfants et des parents aussi en cette période de rentrée qui est quand même pas simple pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet de votre part? S'il n'y en a pas, on procède directement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 88 qui concerne la mise à disposition de locaux municipaux ou du domaine public routier ou d'un espace public non bâti aux associations. Et je passe à nouveau la parole à monsieur Anthony Paget. Dans le même état d'esprit que la précédente délibération, il est proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition de locaux municipaux ou du domaine public routier ou d'un espace public non bâti aux associations. En effet, suite aux élections municipales qui se sont déroulées les 15 et 28 juin 2020, auxquelles s'ajoute la crise sanitaire majeure, il convient de mettre à jour les documents nécessaires à cette mise à disposition. Alors effectivement, vous aviez dans vos rapports l'ensemble des locaux
municipaux que nous mettons à disposition des associations. Vous verrez donc la liste, il y a les équipements classiques et il y a aussi des équipements que nous avons ajoutés pour leur permettre de bénéficier de cette mise à disposition supplémentaire. Parmi donc ces nouvelles salles que nous mettons à disposition des associations, il y a la scène de la salle des mariages, donc qui se trouve à côté de la Bastide de Fontvieille. Il y a la salle des seniors, qui sera désormais plus ouverte seulement aux seniors, mais également aux associations en dehors des horaires des activités des seniors. Je te rassure, André Collin, les seniors seront toujours prioritaires dans cette salle. Je préfère le dire, Il y a le terrain de basket de la Punche, il y a le terrain de basket du Logis Neuf, il y a le terrain multisport qui est dans le complexe de Piédauterie, le terrain multisport également de Valfleury à Anco-de-Botte, l'aire de fitness du Logis Neuf, la salle de danse de Fontvieille, vous savez, qui était au -1 de la Bastide de Fontvieille, qui était dans le premier sous-sol. Nous mettons aussi à disposition le rez-de-chaussée de la Bastide de Fontvieille, et que nous réouvrons conformément à ce qu'on avait dit à la population, et également les jardins pour certaines activités, quand le temps le permettra, notamment pour les seniors, pour mener le yoga, et d'autres activités qui pourront se dérouler en ce lieu. L'ensemble des membres de cette assemblée possède la liste complète. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole concernant cette délibération? S'il n'y a pas de demande de prise de parole, nous procédons immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, la 89, qui concerne la mise à disposition des équipements sportifs municipaux aux associations sportives. Et là, je me tourne vers l'élu délégué au sport, à savoir Émilie Partouche, qui avait participé activement au grand succès de la journée des associations sportives que nous avons évoquée tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Alors, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention qui sera passée avec les associations sportives. Il est notamment proposé de fixer la redevance d'occupation des équipements sportifs communaux au prorata du temps d'occupation par les associations sportives. Merci pour cette précision et cette présentation. Donc, à côté des locaux, de la capacité d'accueil, vous avez donc l'ensemble de la liste des tarifs qu'on a essayé de mettre de la manière la plus raisonnable possible pour que ça profite au plus grand nombre d'associations. Sachez, et je tiens à vous le préciser, que si nous venions, par exemple, à louer le rez-de-chaussée de la Bastide de Fontvieille à un tissu qui ne soit pas associatif pour des événements privés, pour que ça fasse une entrée d'argent pour les caisses de la commune, bien entendu, le tarif indiqué là sera beaucoup plus élevé que pour les associations et nous serons menés à communiquer les chiffres de manière transparente à chaque fois que cela sera nécessaire. Donc là, ce sont des tarifs qui sont appliqués aux associations pour soutenir leur activité. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole à ce sujet-là? S'il n'y en a pas, nous passons immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à nouveau au volet finances et donc une prise de parole de l'adjoint concerné, à savoir M. Jean Tomaselli, avec une décision modificative concernant le budget principal de la commune au titre de l'année 2020. Oui, donc il est proposé de procéder à des inscriptions et virements de crédit afin d'optimiser le fonctionnement des services municipaux. L'ensemble de ces mouvements est sans conséquence sur l'équilibre et le montant total du budget. En fait, vous pouvez voir en annexe qu'il y a un transfert de crédit qui passe donc du chapitre 11, charges à caractère général, moins 45 000, et qui est imputé au chapitre 65. Pourquoi 45 000 Cette délibération, je dirais, est un préambule à la suivante, et qui concerne le conseil la caisse des écoles, qui, suite à l'extension des horaires, a besoin d'une dotation complémentaire, mais qui sera présentée par Stéphanie Gréco dans la foulée. Voilà. Merci. Est-ce que cette délibération suscite une demande de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, nous procédons immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 91, qui concerne la subvention à la caisse des écoles de la commune et qui fait office, c'est la deuxième attribution à laquelle nous procédons. Et je passe directement la parole à Madame Stéphanie Gréco de Coningue. Merci, Monsieur le maire. Par délibération numéro 2020-54 du 22 juillet 2020, le conseil municipal a approuvé l'attribution d'une dotation de 60 000 € en faveur de la caisse des écoles. Comme vous l'avez expliqué en préambule, Monsieur le maire, nous avons proposé une extension des horaires de garderie du soir ainsi que la mise en place d'une étude surveillée. Donc,
afin d'en tenir compte, il est proposé d'attribuer à la Caisse des écoles une deuxième dotation de 45 000 €. Merci pour ces précisions. Alors juste pour faire un premier bilan de ce dispositif, je vous ai dit on avait organisé une réunion pas plus tard que lundi dernier avec les directeurs d'école, les présidents d'APE. On a l'opération, enfin la mise en place de ces études surveillées, donc de 16h30 à 17h30, entièrement gratuite, assurée par des enseignants, dont le coût revient à notre collectivité, mais c'est un vrai choix que nous avons fait. Rencontre un franc succès. Sur les 2070 petits alaudiens qui sont scolarisés dans nos écoles, plus de 1000 bénéficient de ce dispositif et sont inscrits dans le cadre de cette rentrée, sachant que c'est un dispositif qui est en place que depuis le 7 septembre dernier. Voilà, donc c'est une petite précision que je voulais ajouter, et nous allons tout faire en lien avec les responsables, les enseignants, le personnel municipal pour en améliorer le fonctionnement dans les semaines qui arrivent. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole à ce sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Nous passons au volet urbanisme, sujet important dont M. Patrick Sabatier a la responsabilité. Donc délibération 92 relative à la campagne de ravalement des façades et le versement aux propriétaires d'une subvention communale. M. Sabatier. Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus. Alors, dans le cadre du ravalement des façades, il s'agit de voter le versement de 2 subventions aux propriétaires concernés. Alors, je me permets, Monsieur le maire, de faire un petit rappel de ce dispositif. Par délibération 49 du 31 mars 2009, la campagne de ravalement de façade a été lancée pour une durée de 5 années, afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la rénovation de l'habitat, de contribuer à la redynamisation du centre ancien et au développement touristique, économique et culturel du vieux village. Le conseil municipal, par délibération 2014-46 du 18 avril 2014, a approuvé le renouvellement de ce dispositif. C'est dans ce cadre que je soumets à cette assemblée le versement de 2 subventions de façade qui ont été réceptionnées et approuvées par notre architecte d'un montant, pour des sections cadastrales EB 49 et EB 53. Merci Monsieur Sabatier pour la présentation de ce rapport. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole ? Si ce n'est pas le cas, nous procédons immédiatement au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. Délibération numéro 93, il s'agit de la dénomination d'une voie communale et M. Sabatier, adjoint à l'urbanisme, nous en fait la présentation. Dans le cadre du lotissement créé Chemin des Aubaniens, ayant pour objet la division d'un terrain communal en 4 lots, il a été réalisé une opération de logement, un centre technique municipal et une cuisine centrale. Le dernier lot non bâti aura vocation à accueillir le futur centre de secours. Par délibération du 9 avril 2015, la commune a autorisé la création de la voie de ce lotissement par convention avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination de cette voie communale et la numérotation des bâtiments. Je te laisse procéder à l'annonce de la dénomination. Monsieur le maire propose Je propose comme dénomination le chemin des ateliers. Merci pour cette présentation. Il s'agit donc d'un chemin, comme vous le savez, qui est au niveau, donc, comme ça a été précisé par M. Sabatier, chemin des Aubaniens, où il y a tout un ensemble d'équipements publics qui se font jour, dont la cuisine centrale que nous avons inaugurée, comme nous l'avons dit, à la fin du mois d'août, et qui recueillera bientôt le nouveau centre de secours des pompiers de notre commune et de notre canton. Et donc, si ça vous convient ainsi, cette voie donc, sera appelée chemin des ateliers, ce qui correspond à l'esprit de ce nouveau site qui recueille beaucoup de services publics. Voilà. Et des ateliers, que ce soit pour la cuisine centrale. C'est là où il y a les ateliers aussi de ce qui était précédemment la DDE et maintenant les services du département. Il y a les services techniques municipaux. Voilà. D'où le sens de cette appellation.
Alors, je ne vous cache pas, monsieur le maire, que cette dénomination a fait l'objet d'un large débat. Oui, effectivement, avec tous les concernés, ceux qui travaillent sur la zone, etc. Et donc, voilà, c'est une nomination qui semblait recueillir l'avis du plus grand nombre. Est-ce que certains d'entre vous souhaitaient prendre la parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, nous allons procéder immédiatement au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons, alors pour en finir avec le volet urbanisme, sachez qu'on mène un gros travail de fond en lien avec M. Sabatier sur les questions liées à l'urbanisme. Et nous dévoilerons d'ici début octobre, si tout va bien, en toute transparence, on fera un point très précis sur l'ensemble des dossiers en cours à l'échelle de la commune, sur ce qui avait été décidé par la majorité précédente, sur tous les dossiers que nous pourrons reprendre en main et sur les orientations que nous donnerons à l'avenir, avec cette ambition de refuser une urbanisation excessive sur notre commune, préserver la ceinture verte, notre cadre de vie. Je veux que ça se fasse en toute transparence, un peu dans la logique aussi de nos conseils municipaux que nous rendons entièrement publics. Voilà. Nous procéderons à ce travail et nous dévoilerons donc sur l'ensemble des projets en cours les orientations que nous donnerons à l'avenir dans la limite effectivement de la réglementation et les décisions qui ont déjà été prises. Voilà, c'est important de le signaler. Nous en informerons l'ensemble des Allodiens d'ici à début décembre. Nous passons au volet environnement, protection des collines, avec la délibération numéro 94. Là aussi, c'est une grande ambition communale qui est menée à la fois par M. Frédéric Plat, adjoint à l'environnement, et par Isabelle Lévy-Fanucci. Et nous passons à la délibération numéro 94 qui concerne la convention d'un dépôt de ruches en forêt communale. Madame Lévy-Fanucci nous en présente le rapport. Merci, monsieur le maire. En effet, la convention de dépôt de ruches en forêt communale faite avec monsieur Michel Saint-Barth arrivant à terme, nous avons donc proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer à nouveau la convention de concession pour dépôt de ruches avec monsieur Michel Saint-Barth, apiculteur, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er octobre 2020, et sur le domaine forestier communal dans le secteur du Jas de Fabre pour une durée donc de 3 ans, et on y déposera, il y mettra 100 ruches. Merci pour ces précisions. Donc effectivement, là, il s'agit d'un renouvellement. Nous avons en tout et pour tout 8 apiculteurs qui travaillent sur la commune, ce qui représente à peu près 800 ruches. Voilà, donc c'est un chemin que nous continuerons à prendre, un travail que tu mènes depuis plusieurs années, Isabelle, et qu'il est important de poursuivre. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Oui, Madame Robineau. Pas une prise de parole sur ce sujet, mais juste pour revenir au niveau de l'urbanisation et surtout de la mobilité. J'ai été informée dernièrement par un commissaire enquêteur que la commune avait été sollicitée dans le cadre du plan de développement urbain par rapport aux personnes publiques associées, c'est-à-dire la commune, pour donner un avis. Cet avis n'a pas été donné ni favorable, ni défavorable, ni proposé des suggestions. La présidente de la métropole doit prochainement lancer une consultation. Il serait en partie novembre jusqu'à décembre. Donc, vu les difficultés que nous avons sur la commune, que ce soit au niveau des voies, de la linéa ou autre, il est important de pouvoir répondre et surtout de pouvoir apporter des suggestions sur tous les sujets concernant la mobilité et les voies. Je vous remercie. Alors effectivement, ça fait partie de nos préoccupations d'avoir un développement harmonieux de la commune dans l'état d'esprit que je vous ai indiqué pour conserver le cadre de vie qui est le nôtre, en améliorer autant que possible les questions liées à la mobilité. Il y a une enquête publique qui va être ouverte bientôt. Nous sommes en contact permanent avec tous nos partenaires sur ces sujets-là. Nous multiplions les réunions en préfecture. Avec la métropole, on est en contact permanent, que ce soit tous les adjoints concernés. Et si la réponse se fait attendre sur le dossier que vous mentionnez, c'est que nous avons de bonnes raisons de le faire et nous nous en expliquerons début octobre dans le cadre de la communication que nous ferons aux Allodiens. Mais nous tenons à communiquer ces éléments avant à la population, avant de les faire savoir publiquement aux partenaires concernés. Voilà la stratégie qui est la nôtre et où je serai amené à vous en informer régulièrement dans le cadre des conseils municipaux ou si vous m'en faites la demande quand vous le souhaitez. Merci. Donc on revient à la délibération qui concernait les ruches et l'installation de ruches dans nos collines. Donc nous allons procéder au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité.
Donc après, vous avez vu que conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, vous avez également reçu l'intégralité des décisions municipales avec la convention du conseil municipal, donc elles vous sont donc communiquées. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous puissions lever la séance qui nous a réunis ce soir. Il n'y a pas de questions diverses, donc nous allons procéder à la clôture de la séance. Je remercie chacun des participants, qu'ils soient membres de l'opposition ou de la majorité. Sachez que nous conserverons un rythme relativement élevé de conseils municipaux. Je préfère des petits conseils municipaux comme cela, où on prend le temps d'étudier une vingtaine de délibérations en profondeur, à un rythme plutôt soutenu. Donc nous serons amenés à nous voir avant la fin du mois d'octobre. Merci à tous, très bonne soirée à vous.